Aujourd'hui, nous poursuivons la lecture du roman de Marie Laberge, Traverser la nuit. Bonne écoute! En sortant de la bibliothèque, il neige. C'est à la fois joli et égaillant parce qu'inoffensif. Les flocons sont légers et fondent en touchant le sol. Aucune menace de tempête. L'hiver, dans son pire aspect, ne viendra pas tout de suite. Amy le sait. La neige lui serre pourtant le cœur. Elle ignore pourquoi. C'est comme une sonnette d'alarme qui précipite un sentiment de planification nécessaire. Il faut fourbir ses armes, sensation impérative qui n'a aucune raison d'être, mais qui surgit toujours avec la neige. Elle achète une portion de riz au poulet à emporter et se réchauffe les doigts sur la barquette, le temps de regagner sa chambre. Son petit nid est chaud et accueillant. Elle mange en fixant les flocons qui tournent autour du lampadaire de la rue. Elle qui ne se pose jamais de questions, elle se demande ce qu'elle fait là, au seuil de l'hiver, démunie et inquiète, sans raison. Vous êtes une femme étrange, Amy. Vous êtes un mystère et un livre ouvert pour moi. Amy entend le rire bref qu'aurait eu Jackie si elle lui avait confié que c'était pareil pour elle. Elle se sentait un mystère et un livre dont elle voudrait parfois refermer les pages, tant elles sont insipides. Elle sort jeter les résidus de son repas dans la poubelle publique à proximité. Elle se méfie des rebuts alimentaires qui peuvent attirer la vermine. En rentrant, elle entend un air guilleret d'accordéon qui provient de chez le chambreur voisin. La musique lui plombe le cœur. Sans nausée aucune, elle se sent au bord de vomir. Si elle pouvait, elle en profiterait pour vomir sa vie. Pourquoi le canard est-il encore là? Alors qu'elle le croyait enfui vers le sud, il réapparaît et sillonne l'eau glacée dans cette partie calme de la rivière qui va finir par geler. La neige n'est pas restée comme prévu. Amy observe les mouvements du canard qui a l'air de vouloir passer l'hiver dans le coin. Son instinct est cassé ou quoi? Qu'est-ce qu'il attend pour lever l'ancre et rejoindre ses semblables? Quand le banc est trop froid, Amy fait quelques pas le long de l'eau. Ça suffit pour réchauffer ses pieds. Les questions de Jackie trouvent quelquefois des réponses à l'issue de ces journées de fermiante. Vous ne vous attachez jamais à personne, Amy? À part un canard et une femme qui posent des questions, non, à rien. L'alarme avait été chaude et Jackie l'avait convaincue de ne prévenir personne. Voir Sébastien surgir pour lui offrir ses derniers reproches n'amusait plus sa mère. Le monde médical avait déclaré forfait depuis longtemps. Et le personnel infirmier voudrait à tout prix lui donner ses soins de confort qui lui retireraient le peu de lucidité qu'elle avait acquise à grande peine. Si vous pouviez rester et m'aider à traverser la nuit, ce serait merveilleux. Amy pouvait. Pour bien marquer la différence de statut, elle avait même retiré son uniforme et revêtu son jeans et son chandail. Une fois Ghislain averti de son absence, l'équipe de nuit se résumant à une infirmière pour plusieurs étages et départements, elle n'avait eu à s'expliquer à personne. Affaiblie, silencieuse, Jackie avait tenu sa main. Vers 4 heures du matin, la voix plus basse d'une octave, Jackie avait murmuré « Vous allez pouvoir rentrer, Amy. C'est passé. Nous allons pouvoir nous reposer, maintenant. » Sa main avait quitté la sienne et sa respiration s'était approfondie. Il avait fallu plusieurs jours avant qu'elle ne regagne son piquant. À ce seul indice, Amy prenait le pouls de la guerrière qu'était Jackie. Une enveloppe glissée en catimini avait conclu le retour au vif de la mourante. Pas un mot à quiconque. La somme était rondelette et le mot qui l'accompagnait extrêmement troublant. Quand on meurt, on appelle le prêtre, le médecin de l'âme. Il passe après l'autre, celui du corps. À mes yeux, vous incarnez tous les médecins. Et si une âme sort jamais de ce pauvre corps qu'est devenu le mien, je ne ferai confiance à personne d'autre qu'à vous pour ouvrir une fenêtre et la laisser aller. Traverser la nuit se fait généralement dans une solitude accablante. Comment, pourquoi vous savez y arriver en toute simplicité, je l'ignore. Mais votre présence m'a permis de me tenir debout devant la mort. Et votre merveilleux silence habité m'a parlé toute la nuit. Cet argent n'est pas pour acheter ce qui n'a pas de prix, ni pour me permettre de renier ma dette envers vous. C'est pour vous. Quelque chose que votre compagnon ne pourra réclamer et que la directrice ne pourra vous reprocher. Pour vous.
en autant que cette personne ait droit à certains égards de votre part. Essayez. Vous êtes si importante à mes yeux. J'espère être en cela contagieuse. Jackie. Petit à petit, la ville se met à clignoter des feux de Noël. En premier lieu, la rue principale où les marchands s'empressent de rappeler aux clients que l'heure de célébrer, qui se traduit par dépenser, est dans l'air. Ensuite, les quartiers se mettent à briller à leur tour avec plus ou moins d'harmonie, le clinquant étouffant parfois l'esthétique. Amy n'a jamais célébré ce temps des fêtes. La fameuse magie de Noël est une notion totalement vide pour elle. Madame Pépin ne l'entend pas de cette oreille et sa panoplie décorative s'avère très réussie. La maison est transformée. Toute la rampe de la véranda est parcourue de sapins, au cœur duquel de minuscules étoiles argentées sont allumées. C'est discret et si joli qu'Amy reste plantée sur le trottoir pour admirer. La porte principale est ornée de pins. Dans l'entrée, un plateau avec des biscuits au gingembre en forme de sapin est disposé. Un carton avec l'écriture soignée de la cuisinière invitant à se servir est placé devant l'assiette. Le rire de Raymonde Pépin retentit, allègre. Elle sort du salon, la théière à la main. « Vous êtes rentrés? Venez donc vous asseoir, on admire l'arbre qu'on vient de finir. Il y a un ami, Bertrand, et vos collègues, mes 2 pensionnaires, que vous connaissez déjà. » Amy ne se sent pas très collègue, mais si elle refuse de jeter un œil au salon, elle craint de trop décevoir cette parfaite logeuse. Les refus doivent se limiter à l'essentiel. C'est l'odeur qui l'arrête dès son entrée. Cette odeur de sapinage unique. Ce parfum de forêt l'étrangle d'émotion. Il est beau, non? Bertrand a le don de les choisir. Ça a été coupé devant lui, ça vient pas des États-Unis. Je vous présente Bertrand, vous connaissez déjà Tom et Monsieur Dupuis. Elle n'entend rien. Une sorte de combat intérieur violent exige toute sa concentration. Elle hoche la tête en espérant donner échange, mais tout son être est en mode survie et elle ignore pourquoi. Noël n'est rien pour elle, rien. Et tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle tremble trop pour tenir la tasse que Raymond lui tend en bavardant. Monsieur Dupuis lui fait signe. Vous avez eu une grosse journée, on dirait. Venez vous asseoir. Mais d'où sortent-ils tous ces gens? Amy ne sait rien d'eux et ils ont l'air très au fait d'elle. Elle tient encore son sac bleu de nylon et la tasse empêtre son autre main. Elle s'assoit à l'extrême barre du fauteuil. Elle affiche son sourire de Joconde, comme le qualifiait Jackie, celui qui donne l'impression que tout est parfait. Et elle incline la tête vaguement pour approuver celui qui parle. Il y a l'odeur capiteuse, mais il y a autre chose. Elle évite de fixer l'arbre parce que le danger d'effondrement vient de là. Le bruit ambiant suffit à donner à la réunion un ton amical. Elle n'a pas à s'exprimer, tout va bien. Après 2 gorgées, elle se lève et remercie poliment. Elle jette un dernier regard à l'arbre qui trône sous les branches basses, une crèche minuscule où l'enfant Jésus est couché sur un lit de paille. Autour de lui, ni ange, ni bœuf, ni âne, même pas ses parents. Autour de lui, une multitude de petits oiseaux colorés qui ont l'air de picorer le sol. De magnifiques oiseaux inoffensifs et bien incapables de garder ou de défendre cet enfant presque nu. Amy ouvre la bouche et n'articule qu'un piètre c'est tellement. Elle n'y parvient pas. Elle ne sait même pas comment qualifier ce qu'elle voit. Quelqu'un dit beau et un autre ajoute nostalgique. Amy tait son injuste, qui n'a rien à voir. Elle se souvient des yeux cernés et de la toux creuse. Mimine. Sa maigreur lui donnait l'air jeune. Dans le cachot punition, il faisait sombre, évidemment. L'idée étant de semer la terreur afin que jamais plus l'envie ne reprenne les désobéissantes de défier, contester ou refuser les ordres. Amy avait 4 ou 5 ans. Mimine, elle ne l'avait jamais vue avant. Elle était donc soit beaucoup plus jeune ou plus vieille qu'elle. 9 ans, mais l'air de 5 ans avec ses bras et ses jambes rachitiques. J'ai froid. À eux seuls, ces mots définissaient Mimine, et c'était la cause de ses éternelles punitions. Elle cherchait à se réchauffer. C'était même l'unique objectif de sa vie. La nuit, dans la salle glaciale du dortoir, Mimine allait se glisser dans un autre lit, en quête de la chaleur d'un corps plus dodu qui dégageait davantage que le sien. C'était inoffensif, sans arrière-pensée, mais c'était défendu. Comme l'était toute forme physique de témoignage d'affection.
l'affection était suspecte. L'amour recommandé était celui du Christ Sauveur. Il ne s'exprimait qu'en prière et en adoration, sans transiter par le corps, ce lieu honni où tous les péchés se nichent, où toutes les tentations vicieuses se cachent. Grâce à Mimine, la punition était devenue une récompense. Une fois établie qu'elle avait affaire à une inoffensive, Amy avait ouvert ses bras et reçu un inestimable cadeau. Pour la première fois, elle tenait quelqu'un contre elle, et ce chaton tremblant se rassurait enfin et s'endormait, en émettant une respiration rauque. Pour une petite fille, punie d'avoir tenté de couvrir l'enfant Jésus dans la crèche, c'était inespéré. En sortant du placard à punition, Amy avait gagné une mission, et pour la première fois de sa courte vie, elle savait pourquoi elle était là, dans ce pensionnat triste et sévère. Née de rien, issue du péché le plus méprisé, elle était déjà convaincue de n'être rien. Mimine, en s'endormant, en toute confiance dans ses bras, lui offrait ses lettres de noblesse. On pouvait donc servir à autre chose qu'à célébrer un Dieu condescendant qui nous méprisait et nous ordonnait de l'imiter. Le vrai prénom de Mimine était difficile à prononcer. Maïkaïnis, qui sonnait très musical quand Mimine le disait. Cela signifiait « petite louve ». L'apprentissage de la prononciation avait provoqué leur premier fou rire. Elle était à l'orphelinat depuis l'âge de 4 ans, ses parents étant morts peu de temps après son départ. Morts de chagrin, prétendait Mimine, ce qu'Amy croyait sans peine à mesure que leur affection grandissait. Mimine était montagnaise. C'était le nom qu'on leur donnait à l'époque, même si eux se disaient depuis toujours Inuits. Mais à l'orphelinat, elle n'était qu'une sauvagesse. Une demi-personne, une mauvaise graine dont il fallait se méfier. Elles sont rouées, disaient les religieuses en parlant des Indiennes. C'était dit sur un ton sans appel, un ton qui crachait le roué, la bouche tordue de détestation. Mimine dormait dans une salle éloignée, celle des plus grandes. Pour lui éviter des punitions, c'est Amy qui la rejoignait dans son lit une fois les lumières éteintes et les religieuses parties. Elle possédait un sens aigu du temps et regagnait son dortoir un peu avant l'aube. Mimine, blottie contre elle, s'endormait parfois sans même parler. Sa toux avait diminué et elle reprenait enfin des couleurs à mesure que ses nuits devenaient chaudes et calmes. Elle ne suivait pas les mêmes classes, Amy n'étant pas encore scolarisée, mais Mimine lui montrait les lettres et lui expliquait ce qu'elle apprenait. Puis, la toux était revenue, plus creuse, plus inquiétante. Amy avait même essayé d'alerter la sœur responsable de l'étage où vivait Mimine. La première question qu'on lui avait posée était pour connaître son âge et la seconde pour savoir de quoi il se mêlait. Le soir où Amy avait trouvé le lit de Mimine vide, une panique sans nom l'avait saisie. Elle l'avait cherché, réclamé. Elle avait supplié pour qu'on l'emmène jusqu'à elle si elle était malade. Ce n'est qu'en se taisant et en se montrant rouée qu'elle avait enfin trouvé l'infirmerie et une Mimine gelée, malgré un extra de couverture qui aurait dû la garder au chaud. La sœur infirmière portait le voile blanc des novices et elle avait la douceur d'un ange. Avec elle, aucun besoin de se cacher. Il fallait seulement résister à l'envie d'entrer dans le lit de la malade à cause de la contagion. Amy comprenait surtout qu'elle pouvait revenir, que la sœur ayant le mot « miséricorde » dans son nom ne la trahirait pas et ne l'empêcherait pas de veiller à Mimine. C'est en passant ses journées à l'infirmerie qu'un soupçon du mal avait été détecté chez elle. Heureuse au-delà de l'exprimable, on l'avait installée dans le lit voisin de Mimine, le temps de s'assurer que la toux n'originait pas de la même source. Amy avait passé là une merveilleuse semaine à tousser en écho à son amie, mais pas pour la même cause. Alors que son état s'améliorait, Mimine déclinait. Ses beaux yeux devenaient étranges, comme vitreux, et ses lèvres remuaient sans qu'Amy entendre le moindre son. Ce n'est pas sa main, mais ses pieds qu'Amy avait tenus toute la nuit d'agonie de la petite fille. Ses pieds bleutés, glacés, ses pieds qu'aucun geste, aucune douceur ne pouvait plus réchauffer. Debout contre le lit, tenant les 2 pieds bleus de son amie contre son torse étroit, Amy avait fixé le petit visage émacié dont les yeux se fermaient tout le temps. Quand la sœur miséricordieuse avait touché son épaule pour ensuite détacher et déposer les pieds de Mimine sous le drap qui ne serait plus froissé par aucun mouvement, Amy n'avait pas protesté. Son amie était au ciel, elle le savait.
Elle avait rejoint ce Dieu dont maintenant Amy doutait, ce Dieu sourd qu'il fallait prier et supplier, comme s'il n'avait jamais montré le moindre intérêt. Les derniers mots audibles de Mimine n'avaient pas été « mon Dieu », mais « Neka », ce qui voulait dire « maman ». Amy trouvait là tout ce qu'il fallait comprendre de Dieu, de la vie et de la mort. Elle venait d'avoir 7 ans. Le reste du temps passé dans cette hostile et vénérable institution, Amy avait remué les lèvres sans jamais plus répéter ces prières incantatoires qu'on lui enseignait. Que Dieu ait pitié ou pas de nous, il devrait s'arranger pour régner sans ses prières. Avec la mort de Mimine, Dieu avait perdu le mince filet de crédibilité qu'il avait acquis. Ses servantes, ses religieuses austères et méprisantes n'amélioraient pas le portrait de Dieu. Du haut de ses 7 ans esselés, Amy considérait que la seule servante de Dieu valable était celle en blanc, qui soignait les enfants sans dédain à l'infirmerie. Quelques semaines après la mort de Mimine, le médecin avait déclaré Amy guérie et probablement exagéreuse, ce que la novice soignante avait fermement contesté. Amy se souvient de la classe où elle apprenait les choses que Mimine lui avait enseignées et de sa détresse le soir venu, quand elle se retrouvait seule dans son lit si froid. Elle ne sait plus quand ni quel âge elle avait le jour où elle avait demandé à l'infirmerie la sœur qui avait miséricorde dans son nom. On lui avait répondu qu'elle était partie, qu'elle n'était pas à sa place dans les ordres. Amy, qui ne connaissait des ordres que l'aspect contraignant, était bien d'accord. Si on savait le poids réel du passé, on ne s'obstinerait pas tant à le traîner. C'est épuisant et inutile. C'était la façon de Jackie de ne pas aborder le sujet de son fils. Après la dernière alarme, Sébastien était soudainement réapparu. Son enquête terminée, Jackie avait obligé la directrice à retirer de son dossier les coordonnées de son fils. Elle avait fait ajouter le nom d'Amy comme personne à prévenir en cas d'extrême urgence, ce qu'elle considérait comme l'équivalent de l'extrême-onction. La directrice avait eu un haut le cœur, s'était déplacée, il n'y avait aucun lien de parenté. Cette fille était une simple employée. Si elle quittait son travail à la résidence, comment parviendrait-il à la retracer? Ça pouvait être mal interprété, il y avait même apparence de manipulation, alors que son fils. Voulez-vous dire que je devrais adopter Amy pour être bien interprétée? La question avait stoppé toute réplique. La directrice s'était exécutée, la bouche pincée de dépit. Jackie avait ajouté qu'elle lui épargnait le soin de prévenir Sébastien. Elle s'en chargerait elle-même. Elle avait ajouté suave « Le pauvre s'en fait trop, vous comprenez? Je ne veux pas que mon état lui gâche la vie. » Ce genre de propos, la directrice en raffolait. L'humanité apparente avait la cote auprès d'elle. Jackie avait prévenu Amy du changement. Surprise, elle avait fixé Jackie en attendant une sorte d'explication, ou du moins ce qu'elle espérait de cette décision. Un peu bousculée, Jackie avait sorti sa phrase sur le passé en concluant « Quoi? Vous n'avez pas de squelette à traîner, vous? Des conséquences malheureuses de vos actes irréfléchis? » Non, Amy n'avait rien de tel. Habituellement, elle se tenait loin des êtres humains. C'était parfait pour éviter toute forme de conséquences. Depuis l'inauguration de l'arbre de Noël, Amy s'astreint une discipline resserrée. Elle s'en va à l'aube et ne rentre qu'à la nuit tombée, de crainte d'être happée par quelqu'un de bien intentionné. Mais quelque chose s'est cassé depuis le choc du souvenir de Mimine. Cette petite fille qui avait près du double de son âge et qui lui avait confié l'entière responsabilité de sa survie l'a toujours hantée. En arpentant la ville, les vieux débats intérieurs qu'elle avait réussi à étouffer reprennent de plus belle. Si Mimine avait été adoptée, si l'orphelinat avait été mieux chauffé, si les parents de Mimine n'étaient pas morts ensemble, si elle avait pu la soigner mieux, Mimine aurait 54 ou 55 ans aujourd'hui. Elle ferait quoi? Elle serait où? Avec qui? Amy sait qu'elle est sur une mauvaise pente, qu'il faut stopper l'attraction du gouffre, que rien de bon ne résulte de cette obsession, qu'elle a fait 1000 fois le tour de ces questions inutiles. L'inaction ne lui vaut rien. Il faut qu'elle s'occupe, qu'elle pense à autre chose. Il faut cesser de s'accrocher à une petite fille pour qui elle ne peut plus rien. Parler aux morts, c'est le sport préféré des vieux. Qu'est-ce qu'elle dirait d'elle qui n'a fait que ça toute son enfance? Jackie aurait sûrement une de ces phrases cinglantes pour évacuer le désespoir tenace qui la tient. Mais elle aussi avait ses fantômes, Amy le sait mieux que quiconque.
Assise au café de l'église, une petite gargote sans ambition, où elle peut siroter un thé aussi longtemps qu'elle le désire sans être dérangée, Amy conclut sa journée en se disant que quitter Montréal était bien, mais que s'accorder ce congé, ce temps pour elle, l'est beaucoup moins. Quitter Ghislain, la routine du faux couple qu'il formait et ses désagréments, c'était nécessaire. Quitter son emploi aussi. Mais cette impression d'errance, d'inappartenance et de solitude extrême, ça ne l'aide pas à rester en vie. Elle ne manque de rien. Là n'est pas la question. Sa chambre est non seulement confortable, jolie et absolument sans insectes, mais elle y dort moins bien maintenant. La halte est terminée. Comme si ces questions n'arrivaient qu'à gâcher ses maigres acquis, comme si de toute façon le malheur lui collait à la peau et que les sœurs auraient toujours et encore raison. Venir du vice, c'est être vicié. Maintenant que Mémine s'est imposée à sa mémoire, plus rien ne fait le poids dans le réel. Comme si en débarrassant ses jours de ses entraves, le travail, les exigences de Ghislain, la survie, elle ne retrouvait que le vide dont elle est issue. La seule réminiscence égayée étant les phrases de Jackie notées dans son calepin usé qu'elle traîne partout. Que ferait-elle, cette combattante, devant le grand rien de sa vie? Pensez-vous vraiment qu'une alliance au doigt, des enfants et assez d'argent pour penser à autre chose qu'en gagner donne sa valeur et son envergure à une vie? Voyons, Amy, vous connaissez la vie mieux que ça. Elle ne l'a pas écrit, mais Jackie l'a tellement dit qu'elle peut l'entendre sans ouvrir le carnet. Ça sert à ça, les liens humains, à entendre l'autre, même quand il n'est plus là. Amy entend parfaitement Jackie, 10 sur 10. Pourquoi n'entend-elle pas Mémine et ses chuchotements joyeux, ses secrets murmurés avant de s'endormir, levés contre elle? Pourquoi n'y a-t-il pas de pied bleui dans ses mains quand elle évoque son nom? Pour l'empêcher de sombrer dans le vide, il n'y a que ce lien ténu, ce petit fil gracile qui murmure « Mamie » pour « ma Amy » en jouant dans ses cheveux. Amy n'a jamais voulu connaître la mère qui l'avait abandonnée, jamais voulu savoir de quelle sordide histoire de cul elle provenait. Même quand c'était devenu à la mode, quand tout le monde rêvait de retrouver son géniteur, elle n'aurait pas accordé 5 minutes à celle qui l'avait fait naître. Elle ne mérite ni hargne, ni vengeance, ni désir. À l'image du vide qu'elle a créé, elle est vide de sens pour Amy. Mais Mémine, même sa tombe, elle ne l'a jamais trouvée. Où on l'a déposée, où son nom est inscrit, elle l'ignore. Et elle a cherché. Elle a harcelé les sœurs pour savoir. Rappeler à Dieu. Voilà la seule réponse qu'elle a obtenue. Comme un paquet dont la destination est absente, retourner à l'expéditeur, à ce Dieu ignoble qui décide de tout, qui va rester et qui va mourir. Ça ne lui aurait rien fait à elle de mourir. S'il fallait rappeler quelqu'un, pourquoi ne pas la prendre, elle? Puisqu'elle ne compte pas, puisqu'elle vient du péché et que le péché n'appartient pas à Dieu, mais au diable. Les déchets sont destinés à la poubelle, le cul avec le sale, l'infect avec la vermine. Comment les religieuses ont-elles pu espérer qu'elle s'amende et rêve de ce Dieu qui l'avait condamnée avant même qu'elle respire? Comment ces pauvres femmes, en extase devant Dieu, ont-elles pu la traiter comme un mal alors qu'elle était une enfant qui ne savait rien de ses origines honteuses? N'être rien, naître de rien et ne rien devenir de valable, condamnée en partant par ce despote divin qui l'a rejetée et qu'elle doit implorer à genoux pour un peu de pitié. Après la mort de Mimine, Amy n'a plus imploré. Elle a mimé les gestes pieux en les déshabillant du sens sacré, en les salissant du mensonge. Et ça faisait du bien. Même sa communion solennelle, elle l'a maquillée. Elle n'a plus jamais dit « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant », parce que non, elle n'y croit pas. La puissance est fausse. Aussi fausse que ses têtes inclinées, que ses doigts qui triturent les grains bruns du chapelet, que ce prêtre tout-puissant qui se prend pour l'envoyé de Dieu et qui se sert des humains pour asseoir son autorité qui est prétend divine. Elle s'est enfuie. Elle est partie comme elle sait si bien le faire. D'abord se taire, ensuite ne pas écouter, ne pas se lier, rester entière en fermant toutes les issues. Ça a été long avant qu'elle comprenne que la fuite, le silence et le mensonge sont ses alliés les plus sûrs. Le chemin était caillouteux, parce qu'elle s'imaginait qu'il existait une autre petite fille gelée qui espérait ses bras autour d'elle. Une enfant à la peau frissonnante pour lui signifier qu'elle comptait, qu'elle la réchauffait et qu'elle la sauvait de la tristesse grise de Dieu.
Mais personne n'est venu, et la méfiance et la méchanceté de ses compagnes mal nanties ont régné sur le reste de son enfance. Personne n'est venu, et n'a plus regardé personne, donnant. Vous ne me montrez pas où est Mimine, alors je la porterai sur mon dos le reste de mes jours. Je marcherai avec elle, je réchaufferai ce corps inerte et glacé à jamais. La seule rage, la seule vengeance qui l'habite encore est celle d'avoir été privée de Mimine. Même morte, même muette à jamais, elle aurait voulu aller lui parler, lui dire que sa douce confiance était la plus réconfortante des pensées, que tout le bon, le sucré de sa vie tenait dans ces 2 années passées à la bercer. Disparue, évaporée, n'ayant jamais existé, si sa mère avait été vivante, elle l'aurait réclamée, elle. Elle l'aurait enveloppée de ses larmes et l'aurait déposée là où une pierre aurait porté son prénom si doux à prononcer. Et elle lui aurait dit adieu aussi souvent qu'elle en aurait eu besoin. À 7 ans, Amy ne comprenait pas la mort. Comme à 10 ans, elle ne comprenait pas la sexualité. La religion qui se proclame propriétaire de la mort et qui condamne la sexualité est un leurre. Une sorte d'ordre inventé pour assagir les révoltes, étouffer les cris. Amy en est persuadée. Elle n'a jamais crié, jamais pleuré, jamais exigé. Elle a endossé son vide, comme si c'était le seul manteau qu'on lui offrait. Et aujourd'hui, le bâton de la trahison enfoncé dans le gosier, elle voudrait hurler. Maintenant qu'elle sait ne pas être qu'un vide, elle voudrait bien le sentir. Elle quitte l'engourdissante chaleur du café et rejoint sa chambre immaculée. L'odeur du sapinage lui étreint le cœur. Elle sait maintenant pourquoi c'était troublant. Il n'y a plus de panique. C'était l'odeur du cagibi sombre où on enfermait les mauvaises têtes, celles qui refusaient de s'incliner. Une santé de fer. Elle a toujours eu une santé insolente. Amy se lève, range la chambre et se prépare à sortir malgré le temps maussade. La grisaille chargée de pluie froide qui gèle presque contre la vitre, les grosses gouttes se figent, ralentissent leur descente, la neige menace. Êtes-vous vraiment en paix ou c'est un air que vous prenez? Plutôt convaincant d'ailleurs. Pouvez-vous me montrer? Jackie avait le don de cerner ce qui clochait, alors que Bernie, devenir invisible, ni remarquable ni odieuse, était sa marque. Les yeux perçants détectaient le superfuge. Et ce n'était pas pour l'accuser de mal agir. Jackie n'accusait jamais qu'elle-même. Endosser mes responsabilités est mon seul luxe. J'assume, Amy. À mon âge, on a intérêt à savoir qui on est et à s'arranger avec. Elle a mis son manteau. Elle est prête à partir, mais rien ne vient. Ni destination, ni envie. Même le premier café du jour, celui qui confirme les bontés de la vie, ne lui dit rien. Elle s'assoit dos à la fenêtre, savoir qui on est et en éprouver que du dégoût, s'arranger avec le vide, Jackie. C'est possible et souhaitable? Pour qui? Pour faire quoi? Si vous aviez su qui j'étais, vous auriez changé le nom de la personne à avertir en cas d'urgence. Il n'y a personne qui appelle le vide à la rescousse, même les cas désespérés. Laisser les gens croire ce qu'ils voulaient, ne pas expliquer ou redresser une vérité dont elle se fichait, avait constitué sa meilleure défense. Amy avait vu tant de gens se justifier, se donner des motifs honorables ou des excuses crédibles, que la joute la laissait de glace. Elle n'y participait jamais. De toute façon, la curiosité de surface de la plupart des gens était simple à contenter. 2 murmures consentants, et les voilà confirmés dans leur impression et prêts à la laisser tranquille. Pas Jackie. De toute façon, on n'est jamais aussi nul qu'on s'imagine. Les vrais moins que rien, les dégoûtants, ne font jamais d'examen de conscience. Ils s'estiment au-dessus de tout, au-dessus de nous, dans la sphère des potentats aveugles. Elle avait cherché potentat, comme si souvent avec les termes que Jackie utilisait, le pouvoir absolu, celui des patrons, des religieuses, des prêtres. Le jour où elle est partie, elle avait 13 ans, mais en paraissait davantage. Ça lui avait permis de mieux se cacher. Elle ne sait même plus comment elle a fait tous ces mois pour donner change, se prétendre plus vieille, se débrouiller. Elle n'a souvenir que de sa fuite, de l'attention extrême qu'elle accordait aux questions, aux soupçons, risquant de la ramener à l'orphelinat. Elle fuyait les paroisses trop petites et se tenait en ville où la curiosité des gens était moindre. Depuis longtemps, elle avait relégué le souvenir de Mimine au fond de sa mémoire. Le lien lui paraissait nuisible après coup parce que le solide désespoir dans lequel sa mort l'avait plongée avait engendré un véritable chemin de croix. Elle en avait conclu qu'il valait mieux ne jamais désirer ou se livrer à un tel attachement. Pourquoi s'attacher s'il faut se détacher? De toute façon, elle gardait ces questions pour elle depuis l'erreur qu'elle avait commise de demander aux sœurs
pourquoi Dieu avait rappelé son ami. On l'avait envoyé rencontrer le prêtre qui n'avait rien trouvé de mieux que de l'appeler. « T'as du chagrin, de la grosse peine? Viens ici, viens ma jolie, je vais te bercer. » Le chagrin avait laissé place au dégoût. Elle avait rayé Mimine de sa pensée pour ne pas qu'elle soit témoin des consolations qu'on lui offrait avec insistance. Elle s'était consolée toute seule, en silence. Le prêtre, lui, avait multiplié les approches. Tout lui était bon pour la voir en particulier. Un jour, alors qu'il dirigeait un examen de conscience en classe, elle avait relevé la tête et avait demandé, en le fixant méchamment, ce que c'était l'impureté. La classe avait ri. Il l'avait expédiée à la chapelle en attendant de pouvoir lui expliquer. La queue noueuse au fond de sa gorge, les joues inondées de larmes de noyade. Elle avait compris. Mais il avait tenu à lui expliquer souvent, sans manquer de lui pardonner ensuite ses péchés d'impureté. Quand à 13 ans, elle avait fui l'orphelinat, elle était encore vierge, mais sans le savoir. Le potentat avait préservé ce gage de pureté en exploitant toutes les autres possibilités qui ne laissaient aucune trace. Pour Amy, la sexualité était une chose cachée, contraignante et désagréable, qui ne faisait du bien qu'à l'autre, et qu'elle endurait pour avoir la paix, en silence. Elle n'avait jamais éprouvé le moindre désir, encore moins du plaisir. Tout ce qui touchait au sexuel constituait une sorte de laisser-passer pour survivre. Grâce à cette envie qui tenaillait les hommes, elle obtenait un toit et une sécurité illimitée. Sans jamais remettre en question cet ordre des choses, Amy avait trouvé beaucoup plus supportables les agissements des hommes qui avaient succédé aux prêtres de sa petite enfance. Tous semblaient la trouver formidable. Il y en avait même qui balbutiaient des mots éperdus au cœur de ses ébats. À ses yeux, la chose demeurait un mystère opaque mais pratique, tant que cela se résumait à un seul homme à la fois et à ces quelques minutes contrariantes. Ce n'était pas trop cher payé. Si les hommes trouvaient à s'abreuver à son vide, tant pis pour eux. Depuis 1 heure, le manteau sur le dos, les mains croisées sur son sac bleu, elle se demande quoi faire de sa journée. Comment elle aimerait retrouver la routine du nettoyage, celle des bénéficiaires et de la résidence. Ces gestes simples qui apaisent, qui rangent et nettoient. Ces gestes qui accomplissent le miracle de calmer l'angoisse, de lisser les plis de la vie aussi facilement que ceux des draps du lit. Quelle experte vous êtes! On dirait que rien ne vous répugne dans le corps des Cathy des vieux. Amy avait hoché la tête avec un vrai sourire, très franc. Les corps robustes la terrorisaient et les corps accablés du poids des années lui donnaient de la force, celle de les soutenir. Pour faire rire Jackie, elle lui avait réservé une de ses phrases rituelles. « Je vous prends comme vous êtes. Essayez. » Le rire de Jackie était une récompense en soi. Sa chambre est impeccable. Elle a lavé ses draps la veille. Elle ne peut quand même pas retourner à la salle de lavage pour le plaisir de mettre de la monnaie dans la machine. Dans le placard à balai du corridor, tout est fourni pour garder son espace propre. Armée d'un seau rempli d'eau savonneuse à 4 pattes dans les escaliers, Amy traque la plus infime saleté. Les planques, les poignées de porte, les radiateurs, tout y passe. Du haut de l'escalier, une Raymonde Pépin éberluée se tient immobile, le panier à linge dans les mains. Un accident est arrivé? Amy essaie de prendre un air dégagé. Non, non, j'avais juste de l'énergie à dépenser. L'énergie du désespoir. Il y a 10 ans, quand le Canada a ouvert la commission de vérité et réconciliation, Amy avait commencé à suivre les travaux, écouter certains témoignages. La chose l'avait révoltée. Le pensionnat de sa petite enfance était donc un de ces lieux pour les Autochtones, pour les blanchir. Si elle s'était trouvée parmi eux, c'était uniquement parce que son origine égalait celle des Premières Nations. Elle n'était rien. Elle se rappelait les visages de ses compagnes, et très peu d'entre elles avaient ses traits. La dernière personne qu'elle avait écoutée témoigner était une des mères Innu, qui relatait combien d'enfants lui avaient été arrachés, comment elle les avait cherchés, combien d'années elle avait espéré leur retour pour apprendre finalement qu'ils étaient morts sans sépulture, qu'on les avait rayés du monde des vivants sans seulement les noter dans un registre, sans identifier le lieu où leur corps maltraité, abusé, avait été jeté sans dignité. Amy avait appris du même coup que les prêtres avaient généreusement utilisé les enfants sous leur garde pour assouvir leur penchant aux dieux, impunément. Qu'elle était loin, tellement loin, d'être la seule à avoir connu leurs petits arrangements sordides avec leur dévorante sexualité et leur fausse conscience. Cette mère Innu pouvait être celle de Mimine.
Pour elle, elle était celle de Mimine, et les larmes qui coulaient de ses yeux bouffis par l'alcool qu'elle avait ingurgité toute sa vie pour engourdir les questions demeurées sans réponse. Ces larmes hurlaient que les mains du prêtre et celles des religieuses complaisantes l'avaient atteinte et la tenaient encore sous leur joug. Amy avait éteint la télé avant que ses larmes, à elle, ne montrent du tréfonds de sa mémoire et la noient. Mimine avait donc eu un père et une mère qui l'avaient cherchée. Maigre consolation. Ces autochtones mortes dans la petite enfance, épuisées, affamées, petits forçats d'une armée formée pour obéir et être de corvée, ces enfants innocents de l'orphelinat à qui on a retiré leur langue, leur culture et jusqu'à leur origine légitime. On ne s'en souciait pas davantage quand elles étaient devenues les putains qu'on les avait entraînées à devenir. Elles pouvaient toutes crever dans les bras de leurs clients, personne ne s'en souciait. Personne ne les cherchait, mortes ou vives. Ce soir-là, en regardant d'un œil froid l'homme qui s'agitait entre ses cuisses, Amy s'était dit qu'elle valait la même chose que ses compagnes d'infortune de l'orphelinat, et qu'elle avait eu recours toute sa vie au même expédient qu'elle pour survivre, sauf pour la drogue ou l'alcool, qui exaltait sa détresse et lui retirait sa combativité. Pour se sauver, pour ne pas crever, mieux valait avoir les jambes solides. Après ce témoignage, après cette mère émue, qu'elle avait regardé pleurer en hoquetant les prénoms oubliés de ses enfants, Amy n'avait plus suivi les comptes rendus. Elle les avait fuis, tout comme elle s'était échappée de la prison du pensionnat, sans jamais se retourner. La première fois qu'elle avait vu Jackie, celle-ci lisait son journal et l'avait replié en maugréant. Qu'ils s'achetaient tous une bonne conscience pour pouvoir les oublier encore pendant 100 ans, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul pour leur rappeler leurs crimes. Jackie l'avait prise à témoin alors qu'elle comprenait à peine de quoi elle parlait. Combien vous pensez qu'ils vont en retrouver? Combien d'assassins de ces femmes? Ils ne se sont pas bougé le cul pendant 10 ans et là, maintenant que le monde entier est au courant, ils vont faire semblant de s'en préoccuper? Des hypocrites finis, si vous voulez mon avis. Mais ils sont pas racistes. C'est de la déplorable négligence. Et ça avait continué pendant 10 minutes. Amy passait la vadrouille, essuyait, lavait, avec une énergie galvanisée par son désir de sortir de cette chambre, d'échapper à cette furie vengeresse, de ne plus entendre un mot. Un silence soudain l'avait figée. Elle s'était retournée vers la femme, certaine qu'une crise cardiaque l'avait terrassée au milieu de sa diatribe. Jackie la regardait, espérant sans doute une réponse à la question qu'Amy n'avait pas entendue. D'un ton aimable, posé, elle avait murmuré « Ça m'arrive d'exagérer et de m'excuser. C'est pas des manières, je m'appelle Jackie. » Déposer sa guenille, enlever son gant de caoutchouc pour serrer la main tendue au-dessus du journal fripé avait bien pris une longue minute. Mais Jackie avait entendu et plongé son regard sombre dans les yeux d'Amy pour la remercier de son indulgence. Elle avait promis d'être plus fréquentable si Amy acceptait de revenir dans sa chambre, et Jackie était femme de parole. Raymonde Pépin n'est pas du genre à excroquer ses chambreurs. Elle aime que les choses soient claires et honnêtes. Si les gens sont satisfaits, ils restent. Si quelque chose cloche, on s'explique, on règle le problème et on repart du bon pied. Elle n'a jamais eu affaire à une locataire aussi singulière qu'Amy. Discrète, elle n'insiste pas pour développer un lien qui n'intéresse pas l'autre. Mais cette minutie ménagère dont elle vient d'être témoin la dérange. Chargée d'un plateau sur lequel le café est fumant, elle frappe à la porte d'Amy. « Vous n'êtes pas allergique au café, je pense? Vous alliez sortir? Je peux vous retarder 5 minutes? » Comme elle n'obtient aucune réponse, elle reste là, le plateau dans les mains, incertaine quant à la direction à prendre. Amy triture la ganse molle de son sac. Son air contrit induit Raymond en erreur. « Je ne veux pas être indiscrète, mais ça va? Allez-vous bien? » L'adversité, le mépris, l'indifférence, Amy connaît. La curiosité malsaine, la fausse bienveillance qui cherche son profit aussi. Ce n'est rien de tout cela qui se tient devant elle. Non. Amy est elle-même stupéfaite de sa réponse. Elle chuchote un « merci » pour en altérer l'effet. Madame Pépin lui tend le plateau en silence. Amy se dit que c'est l'odeur du café qui la ramollit. Inquiète de la suite, déjà sur la défensive, elle veut refuser et chercher comment quand Raymond de Pépin murmure « Je vais le laisser ici. Vous faites comme vous voulez. Mais je vous déconseille de sortir. Il fait trop froid pour votre petit manteau. Inutile d'ajouter la maladie, vous pensez pas? C'est assez dur comme ça. »
Elle pose le plateau. Elle va sortir. Amy voudrait lui demander de rester, mais elle n'y parvient pas. Qui êtes-vous? C'est tout ce qui lui vient, tout ce qu'elle réussit à articuler. Madame Pépin la considère avec une bonté confiante. Quelqu'un qui voit bien que ça ne marche pas comme vous voulez. Quelqu'un qui sait qu'on peut être découragé, mais que ça ne durera pas. Ça va vous paraître impossible à imaginer, mais les choses peuvent s'arranger. Elles vont s'arranger. Vous pensez? La question n'en est pas une. Les yeux tristes d'Amy fixent la fenêtre où la pluie est devenue flocon. Une chance qu'elle avait attendu le printemps avant de fuir l'orphelinat. Elle serait morte de froid sinon. Depuis si longtemps, elle a froid. Madame Pépin l'a fait sursauter en la ramenant à aujourd'hui. Je suis tout près, en haut, je suis là. Dites-vous bien que vous n'êtes pas seul. La porte est refermée avec la même douceur que ces mots ont été prononcés. Trop de douceur, cette chose insensée à laquelle Amy a renoncé après la mort de Mémine. A-t-elle fait tout ce chemin pour affronter la seule terreur de sa vie? La douceur qui, ensuite, nous manque à jamais. Cette drogue dure après laquelle on se languit en gémissant comme une bête. Cette chaleur tout entière réfugiée dans les bras de quelqu'un d'autre, dans la voix qui murmure des choses chantantes, des histoires où la joie danse, où la fin n'existe pas. Mamie, mamie. Certaine de délirer, Amy prend le café chaud de Madame Pépin. Vous n'êtes pas toute seule. Pourquoi la croirait-elle? Parce qu'en haut, un sapin abrite un enfant Jésus en couche gardé par des oiseaux incapables de le protéger, des oiseaux qui s'enfuiront au moindre bruit. Devant le café qu'elle tient à 2 mains, près de sa bouche tordue de peine, elle répète « Ma mimine », qui suivait toujours le mamie caressant. La science de Jackie était inépuisable. Se tenir informé, tout savoir et en tirer des conclusions, même brutales s'il le faut, constituait le cœur de sa vie. Toute sa révolte était documentée et s'appuyait sur des faits répertoriés et analysés. Contrairement à Amy, et malgré la maladie qui rongeait son cœur, elle ne fuyait devant aucune réalité, si sordide soit-elle. L'enquête sur les femmes autochtones assassinées n'était qu'un des sujets de son inébranlable énergie combative. Vitupérer était son métier. Jamais Amy n'avait révélé quoi que ce soit de son passé, mais devant les propos de Jackie, la tentation avait été forte. Parce qu'elle partageait avec cette femme la certitude que personne jamais ne rendrait justice à des prostituées issues des nations autochtones, à aucune prostituée d'ailleurs, quelle que soit son origine. Les rois de la justice défendraient les clients, les excuseraient, les expliqueraient, justifieraient leurs désolantes mœurs, bien avant de considérer celles qui s'y soumettaient. Quels qu'en soient les motifs, avait déclaré une Jackie furieuse. Personne n'a le droit de cracher sur une putain qu'un homme si honorable paye. Parce que déjà payé, c'est cracher. Et eux ne payent jamais pour leur morale élastique. Si ça se trouve, ils sont au sommet de la pyramide, au Parlement ou en train de siéger dans une cour de justice. Pourquoi elle les haïssait, Amy l'ignorait. Mais de rébutante et apeurante, la guerre volubile de Jackie était devenue attirante pour elle, comme un porte-voix qui prenait en charge ses sentiments les plus nocifs et les plus réprimés. Contrairement à la plupart des clients de cet endroit, Jackie ne donnait pas d'informations sur sa vie, ses origines ou sa famille. En dehors de ce fils détesté, apparemment parce qu'il en voulait à son argent, rien n'avait filtré de son passé. Et encore, si Sébastien ne s'était pas présenté à la résidence, Amy était certaine qu'elle n'en aurait rien reçu. Cette exemplaire discrétion lui convenait parfaitement. Jamais elle ne s'était sentie obligée de révéler quoi que ce soit de sa vie, pas plus qu'elle ne désirait en apprendre sur celle de Jackie. Elle était faite pour s'entendre. En remontant le plateau dans la cuisine, Amy ne parvient même pas à savoir si elle désire que Madame Pépin s'y trouve ou non. Démunie devant une douleur qu'elle n'arrive ni à juguler, ni à exprimer, elle sait seulement que cette femme qui n'a pas peur de la détresse l'intrigue. Raymonde a étalé une pâte sur les loups, et elle façonne des biscuits avec un emporte-pièce en forme de sapin. Elle agite une main enfarinée vers le comptoir. La cafetière est juste là. Vous pouvez vous servir. Amy s'exécute alors qu'elle n'avait plus envie de café. Raymonde continue son travail sans la regarder. Quand je vous ai vu la première fois, j'ai eu une drôle d'impression. J'ai pensé que vous veniez de quitter un mari violent ou, excusez-moi, mais que vous sortiez de prison. À cause du bagage. Vous en aviez pas. Personne n'est jamais arrivé ici avec si peu de choses. Mais j'ai décidé de vous faire confiance, et j'ai bien fait.
Elle pivote, la tôle à biscuits bien garnie, et lui fait signe du menton vers la cuisinière. Amy ouvre la porte du four et Madame Pépin dépose son travail. Elle continue à étendre sa pâte et sort une autre tôle à remplir. « Vous cuisinez? » Amy fait non, toujours dans le dos de Raymonde qui se retourne en souriant. « Venez, je vais vous montrer. C'est facile, c'est la première chose que je fais avec les enfants. » Les mains dans la pâte farineuse, dans cette cuisine où l'odeur de gingembre et d'épices dégagées par la cuisson les enveloppe. Amy triture la pâte et forme de parfaits biscuits. Pas un instant Madame Pépin ne cherche à en savoir davantage sur les raisons de sa présence dans cette ville ou sur ses soucis. Elle n'épilogue pas davantage sur cette confiance qu'elle a placée en sa chambreuse. Elle a dit ce qu'elle avait à dire et ne demande rien. Petit à petit, les biscuits s'empilent et Amy se décrypse. L'énorme recette est pour une tombola organisée par la paroisse au bénéfice de réfugiés syriens. En format de petits lots de 6 biscuits enveloppés dans un papier transparent, Raymonde confie à Amy le soin d'attacher les rubans rouges sur chaque paquet. En rentrant ce soir-là, Raymonde s'aperçoit qu'elle a oublié son linge dans la laveuse. Dans la salle de lavage, séché et plié, les draps et serviettes forment des linges impeccables. Ça va finir en eau de boudin, leur affaire. Ils se sont excusés en faisant un show pas croyable. Ils vont du même coup envoyer en prison un gars de l'Ouest en réglant rien pour les meurtres des autres. Vous avez vu leur commission? Ça passe, ça jase, ça chicane, ça avance pas. Quand je pense qu'ils ont même pas d'eau potable dans leurs réserves. Dans un pays où l'eau coule partout, où on réussit à en gaspiller à la tonne pour sortir du pétrole, on empoisonne les Premières Nations avec l'eau. Faut le faire. Jackie avait de la révolte en réserve. Tout lui était sujet à discussion. Quelquefois, elle argumentait en posant des questions. « Votre père vous a pas appris ça? De quoi il s'occupait? Ou un solide? Jamais ma mère aurait enduré ça. Pas la vôtre? » Auquel Amy répondait par un sourire encourageant qui donnait l'élan nécessaire à Jackie. Elle attaquait alors un énième sujet sans attendre d'autres formes de réponse. Au début, le ton de Jackie étouffait ses propos. Amy avait du mal à passer par-dessus la colère qui soutenait la révolte. « Écoutez-moi pas. Je suis une vieille femme amère qui a encore beaucoup à apprendre. » C'était dit sans apitoiement aucun, ce qui était plutôt rare parmi les patients. Chacun ayant de nombreux griefs à étaler et peu de responsabilités à endosser. La vieille femme amère avait souvent raison et Amy notait ses formules lapidaires en espérant attraper le virus de la révolte qui dévorait les forces déclinantes de Jackie. Ils me font rire avec leurs belles formules de politiciens véreux. On ne peut pas régler toutes les injustices, c'est évident. Mais les plus criantes me semble que ce serait possible. Essayer, ce serait déjà quelque chose de noble. Une nuit, Amy avait reçu un appel d'urgence lui demandant d'accourir au chevet de Jackie. Elle l'avait trouvé paisiblement endormi. Jackie n'était pas du genre à laisser ce canular impuni. Après avoir discuté fermement avec la directrice qui n'avait rien à y voir, Jackie avait découvert le poteau rose. Sébastien n'avait ni perdu la partie ni renoncé. Sans réussir à être consulté ou averti en cas d'urgence, il avait quand même extorqué à la bonne dame si bien intentionnée et si sympathique à sa cause le numéro de la personne auprès de qui s'informer, puisqu'on lui refusait les nouvelles les plus urgentes. Amy avait haussé les épaules et promis qu'au prochain coup de fil du style, elle vérifierait elle-même auprès de la résidence avant de bouger. Que vous ne soyez pas énervé comme moi, je veux bien. Mais être un peu amaudit après un mauvais coup pareil, ça ne vous dit rien? Au contraire, Amy trouvait la nouvelle fraîchement bonne. Jackie n'était ni à l'agonie, ni morte. Elle ne demandait rien d'autre. De là à l'avouer à l'intéresser, c'était trop pour elle. De son côté, Jackie avait conclu que Sébastien venait de lui fournir la preuve de la justesse de sa décision. Le premier café du matin est régulièrement déposé devant la porte de la chambre d'Amy. C'est offert sans un mot. Sans obligation apparente, Raymonde a déplacé un petit guéridon et elle pose la tasse dessus. Toujours la même tasse, un mug bleu foncé sur lequel est inscrit « Bonne journée ». Accepter ce cadeau, cette forme de soin ou enfin la récurrence en action de la phrase « Vous n'êtes pas seul » représente une énorme difficulté pour Amy. Ne rien devoir à quiconque est sa devise. Ne rien demander ayant été celle de sa petite enfance. Ne rien désirer, par contre, était son échec puisque Mimine avait brisé cette loi non écrite qui lui avait garanti une certaine paix.
Amy prend soin de laver méticuleusement la tasse, de la monter et de la ranger à la cuisine. Elle le fait en catimini, toujours en l'absence de Raymond dans les parages. Accepter le café, ça va, mais l'intimité, certainement pas. Laissez-moi deviner. Vous avez assassiné votre mari et vous êtes en cavale? Vous êtes le chef de la mafia sous couverture? Non. Vous avez dévalisé des banques et tout donné aux pauvres. Vous avez subi une conversion draconienne et vous vous rachetez en prenant soin des vieux dont personne ne veut s'occuper. Dites-le pas, laissez-moi rêver. Chaque fois, ça me permet de m'échapper de la prison de l'âge. Si les jeunes avaient un chouïa de lucidité sur la vieillesse, ils s'occuperaient de leur destin en fermant ce genre d'endroit. Mais on est incapable de se projeter dans les 40 âges. Sauf pour se dire que ça ne nous arrivera pas ou qu'on va faire autrement. Quelle prétention! Même la directrice doit se dire qu'elle va y échapper. Pourtant, s'il y a quelqu'un qui l'a en pleine face, le grand âge, c'est bien elle. C'est dommage, on ne sera pas là pour l'avoir déchantée. Comme elle lui manque, cette effrontée de Jackie. Amy se demande à quel âge peut avoir Raymond Pépin. Plus qu'elle, c'est certain. La soixantaine bien entamée. Si tout va bien pour elle, le grand âge n'est pas pour demain. C'est fou ce qu'un minuscule caillot de sang mal placé peut infliger à un corps. J'aime mieux ça qu'être rongé d'un cancer, remarquez. Les gestes lui manquent. Alors qu'elle croyait se libérer de certaines contraintes en partant, Amy se rend compte que laver, peigner, permettre à quelqu'un de se reposer en toute quiétude, les jambes massées, le dos frictionné, les mains et les pieds aux ongles nets, le drap bien tiré et replié, tout cela lui manque. Pas plus que Jackie, elle n'aurait pu dire pourquoi ce travail ne la rebutait pas, mais c'était comme ça. Rien ne la dégoûtait dans l'humanité blessée. Celle qui boite, la sans éclat qui ne performera plus, celle qui tremble en tendant la main, celle qui ne peut pas s'échapper en courant. Ghislain, par contre, ne lui manque pas du tout. Comme tous les hommes qui lui ont passé sur le corps, dès qu'elle les quitte, ils disparaissent non seulement de sa vue, mais de sa mémoire. Effacer les prénoms, oublier ses organes dont ils sont si fiers, ses sexes plus ou moins victorieux, dont elle portait toujours l'odieux de l'échec s'il se produisait. Ses relations en sens unique, où son corps n'était pas sollicité autrement qu'en réceptacle. Aucun jamais ne s'est inscrit dans sa tête, encore moins dans son cœur. Pour ce qui est de sa chair, Amy n'a jamais senti qu'elle était propriétaire de sa chair, ni de l'effet produit sur les hommes par ce corps qu'elle habite qu'en partie, ni de l'usage qu'ils en faisaient. En arpentant la ville, en marchant d'un pas fouetté par le froid de plus en plus piquant, Amy sans la fatigue l'a gagné. Rarement dans sa vie, elle a éprouvé ce genre de faiblesse. Et ce n'est pas son âge qui en est la cause, ni l'usage. C'est une sorte de conscience qui descend en elle à mesure qu'elle s'éloigne de Ghislain, de Montréal, de la vie d'avant, de toutes les vies d'avant. Elle est essoufflée, non, à bout de souffle. Comme si depuis cette nuit de printemps de ses 13 ans, elle n'avait cessé de courir. Dites-moi qu'il vous aime au moins, cet amoureux, qu'il prend soin de vous. Je détesterais qu'on vous néglige, Amy. Moi qui ne suis pourtant pas altruiste, je préférerais qu'on me néglige plutôt que vous. Au moins, je répliquerais. Drôle comme Jackie avait tendance à prêter aux autres hommes ce qu'elle détestait tant chez son fils, la rapacité. Drôle comme elle avait le tour de mettre le doigt sur la vérité. Je n'ai pas le pouvoir de changer les choses, mais j'ai celui de les voir. Ce n'est que maintenant que les mots de Jackie la frappent autant. Tous ces mots, pas seulement ceux qu'elle a studieusement recopiés, alors que pas un mot de ces hommes dits intimes ne lui est resté. Ceux de Jackie lui reviennent et la soutiennent de façon étonnante. Le corps plié en deux, par une quinte de toux interminable, Amy n'entend pas le léger coup frapper à la porte. Raymond rebrousse chemin en prenant le café refroidi sur le guéridon. Depuis 2 jours, sa chambreuse n'est pas sortie et le café est demeuré intact. Si ce n'était du son caverneux de ses quintes de toux, elle pourrait être partie ou même morte. Ayant troqué le café contre un bouillon de poulet brûlant, Raymond retourne frapper en prenant soin de s'exécuter entre 2 accès de toux. La porte s'ouvre sur une femme au nez rougi, aux yeux cernés, qui serre son manteau et une longue écharpe grise autour de son corps tremblant. Vous n'allez pas sortir grippé comme vous êtes? Amy ne comprend même pas pourquoi cette femme lui parle de sortir. Retournez vous coucher. Vous auriez pu le dire que vous étiez si mal. En 2 temps 3 mouvements, elle est débarrassée de son manteau, les épaules recouvertes de l'écharpe, recouchée par une main ferme qui regonfle les oreillers, tire sur les draps l'enveloppe de couverture supplémentaire.
Une main fraîche se pose sur son front. Au moins 103. Vous avez ce qu'il faut pour faire baisser la fièvre? Un regard sur la chambre spartiate la renseigne davantage que la dénégation muette de la malade. Buvez, je reviens. Il y a quelque chose de déliquescent à être ainsi prise en charge. Plus Raymond l'entoure, la soigne, plus elle se sent faible et mal au poing. Elle voudrait protester, affirmer que ça va mieux, qu'elle peut prendre le relais. C'est au-dessus de ses forces. Elle s'enfonce dans un semi-délire. Elle tremble de froid et ne parvient pas à reprendre pied. Trop accablée pour décider quoi que ce soit, elle laisse Raymond veiller sur elle, la nourrir et lui donner du sirop comme si elle avait 3 ans. Elle l'en pleurerait. Cette femme possède une tendresse naturelle à laquelle il est bien difficile de résister. De bouillon en soupe, de sirop en Tylenol, Amy émerge lentement. Venez, je vous ai fait couler un bain, ça va vous faire du bien. Quand elle regagne son lit, les draps frais sont comme une bénédiction. Amy fronce les sourcils. Je vais m'occuper du lavage. Je peux? Bien sûr, vous pourriez faire la vaisselle aussi et partir sur un pot au feu pendant que votre brassée sèche. Le rire qui se change en tout fait presque regretter les paroles à Raymond. Mais c'est la première fois qu'elle entend rire Amy depuis qu'elle est tombée malade. Depuis toujours, en fait. Ça va aller mieux, promis. Reposez-vous. Le pire est passé. Rien de grave ne va arriver. Amy ferme les yeux sagement. Ce que cette femme ne sait pas, c'est qu'elle vient de prononcer des paroles très anciennes, celles d'une jeune religieuse encore au noviciat, qui voulait l'empêcher d'aller veiller Mémine morte. Exposée dans la chapelle glaciale du pensionnat, petit trophée érigé à la bonté de Dieu qui a récupéré une âme perdue, petit trophée exposé aux yeux impies qui résistent encore à l'infinie miséricorde de Dieu. Êtes-vous une fausse faible, comme je suis une fausse forte, Amy? La question n'entendait pas de réponse. Jackie se livrait à ses interrogations habituelles sans réclamer aucune forme d'aide. Je parle, mais je ne fais rien. Vous ne dites presque rien, et vous tenez tout l'étage à bout de bras. Ça faisait sourire Amy, ce genre d'exagération. Un jour, elle lui avait dit « Seulement l'étage? Pourquoi pas toute la bâtisse? » Ça, c'était les jours fastes, les jours légers où Jackie tenait une forme splendide. Ce jour-là, après son quart de travail, elle installait sa malade dans une chaise roulante et la poussait jusqu'à l'extérieur, dans un minuscule cour où seul un arbre avait résisté aux forces du progrès. J'ai nommé les entrepreneurs immobiliers. Et elle partait dans un long monologue sur les milieux humides détruits, les insectes assassins d'abeilles, les insecticides assassins d'abeilles, les bélugas effrayés, jusqu'à ce qu'un oiseau croie qu'elle s'adressait à lui et lui réponde. « Ah, un chardonneret, mes anges. Pensez? » Je le disais. Ce qui ravissait Jackie, une légère opposition de temps en temps, ça stimule. Ces jours-là, elle faisait des projets de sortie et y associait toujours Amy, un pique-nique, un musée, une séance de cinéma. Elle nommait des artistes, des films, des acteurs, tous étrangers à l'oreille d'Amy qui n'était jamais entrée dans un musée. Elle avait bien sûr vu des films, la plupart en anglais parce que ses compagnons préféraient le genre poursuite en voiture très américain. Quand par hasard, à la télé, elle visionnait un film psychologique, cela l'endormait. Elle détestait les drames, sanglants ou non, les histoires à faire pleurer ou les grandes phrases compliquées. Celle de Jackie lui suffisait. Elle était offerte à petites choses, à petite dose. Finalement, tout ce qu'elle aimait, c'était les documentaires animaliers. En plus de lui prêter une force qu'elle n'avait pas, Jackie était à 2 doigts de lui octroyer une culture dont elle ne s'était jamais souciée, à moins que la survie pure et simple ne soit une forme de culture. Je peux vous poser une question? Inquiète, elle regarde Raymond Pépin sans rien dire. Jusqu'où une dette morale l'obligera-t-elle à se montrer conciliante, ou seulement polie? Cette femme s'est révélée d'un tel soutien dernièrement qu'Amy se répète qu'elle est sans danger, plutôt une alliée efficace et réservée. Devant l'attente angoissée d'Amy, la bonne dame recule. Laissez faire. Je ne veux pas me montrer indiscrète. Vous avez le droit. Pourquoi? Parce que je vous ai donné du bouillon? Plus que ça. Et des Tylenol, oui. Non, vous savez bien. Raymond l'observe étonné. Cette femme encore belle, intelligente, ne dit pratiquement jamais rien, et elle a l'air paniquée à l'idée de partager la plus candide des informations. Gentiment, sans insister, Raymond lui rappelle que la première fois qu'elles se sont parlé, Amy lui a demandé
qui elle était et que maintenant elle a envie de lui poser la même question. Ou du moins, qui dois-je appeler en cas d'urgence? Le rire d'Amy est la réponse la plus surprenante qui soit. Elle ne s'y attendait pas. Déroutée, elle veut savoir ce qu'elle a dit de si drôle. Ce serait trop long à expliquer. Mais ne vous en faites pas avec ça. Il n'y a personne. À appeler, je veux dire. Personne. Raymond voudrait bien obtenir quelque chose de plus substantiel, mais la bonne humeur de sa convalescente est trop rare pour qu'elle la contrarie. Elle se lève pour soulager cette sauvageonne de sa présence. Je dois sortir. Vous avez besoin de quelque chose? Non, merci beaucoup pour tout. Raymond entend bien la véritable reconnaissance, mais elle a l'impression qu'il s'agit d'un fardeau immense pour cette femme. Elle allait fermer la porte quand elle s'arrête. Je vais vous dire une chose étrange, Amy. J'ai la conviction que dès que vous en aurez la force, vous allez partir, et que ce ne sera pas parce que vous êtes malheureuse ici, mais pour la raison contraire, parce que vous êtes bien. La vraie question que je ne vous ai pas posée, c'est pourquoi c'est si difficile pour vous d'être juste bien, ou de seulement croire que je vous veux du bien. On a traversé quelque chose ensemble. Alors si un matin je trouve cette chambre vide, sans autre mot que merci, je vais me sentir, je ne sais pas trop comment dire, comme si vous m'aviez menti. Sans attendre de réponse, elle ferme doucement la porte. Les gens négligés se sentent toujours justifiés de négliger les autres. Amy, ça s'appelle un cercle vicieux. À partir du moment où ce qu'on nous dit a fait subir sert d'excuse, on est en plein dedans. L'apitoiement, la vengeance, l'escalade du moi c'est pire. Un paquet de cochonneries qui servent un seul maître, le dédommagement qui prend des allures de justice. C'était encore une bonne journée où Jackie avait proposé de sortir un peu dans la cour. Alors que le soleil descendait, elle s'était confiée au sujet de son fils, son faux-fils, comme elle l'appelait. Sébastien avait 3 ans et était orphelin de mère quand Jackie était entrée dans sa vie. Elle travaillait avec le père et il trouvait le fardeau monoparental très lourd. Toute relation trop émotive le rebutait. La maladie et la mort de la mère de son fils avaient représenté bien davantage que ce qu'il était prêt à investir dans un couple. C'était un homme froid. Il était tombé amoureux de Jackie pour 2 raisons. Elle lui simplifiait la vie avec son fils et elle n'exigeait rien. Aucune attention particulière. Il vantait son autonomie et son énergie parce que sans jamais lâcher sa carrière, elle s'occupait magnifiquement de leur fils. Et Jackie reconnaissait qu'elle s'était rendue aux arguments de son mari, qui refusait d'avoir un autre enfant. Il ne reculait pas devant la vérité. Un enfant exigeait trop. Alors maintenant qu'il connaissait ses limites, il n'allait pas en faire un autre. 15 ans plus tard, il rencontrait l'amour et le sens de sa vie. Une beauté de 12 ans, sa cadette, qui travaillait comme hôtesse de l'air. Sans détour, en espérant qu'aucune complication émotive ne viendrait assombrir leur belle entente, cet homme avait proposé un divorce généreux en tout point. Pour Jackie, qui subvenait parfaitement à ses besoins, l'aspect financier était accessoire. Elle ne voulait qu'une chose, que Sébastien reste dans sa vie. L'ex n'y voyait aucun inconvénient. Son fils était majeur, à lui de choisir qui il voulait voir et quand. Et Sébastien avait choisi de ne plus la voir. Il était resté près de son père et cohabitait avec la nouvelle maîtresse. Jackie, brisée, plus par cette défection que par le départ du père, avait argumenté, expliqué, supplié. Rien n'intéressait Sébastien. Il avait un père et sa mère était morte depuis longtemps. Il la remerciait beaucoup, mais là s'arrêterait leur rapport. D'enfant affectueux, la séparation avait rendu Sébastien amer et revanchard à son égard, comme si elle avait usurpé le rôle maternel. Ce qui ne lui servait plus devait être écarté de sa vie. En cela, il avait hérité d'un certain détachement paternel. Pendant 1 an, elle avait attendu un retour de sentiment, un revirement de situation, une fois la colère retombée. Jamais Sébastien n'avait accepté de lui parler. Il n'en avait que pour son père. Si celui-ci la rejetait, lui aussi le ferait. Son père avait du discernement. Si son père choisissait d'aimer une autre personne, lui aussi le ferait. Jackie avait demandé une forme d'adoption tardive, une reconnaissance de droit parental dans les discussions du divorce, et son ex-mari n'avait qu'une offre à lui faire à ce sujet, qu'elle s'arrange avec Sébastien. De fil en aiguille, en essayant de sauver la relation la plus importante de sa vie, Jackie avait laissé traîner les choses pour le divorce. Presque 2 ans après leur rupture, ils avaient signé les papiers officiels. La semaine suivante, le père de Sébastien avait succombé à une crise cardiaque et la situation avait complètement explosé.
L'ex n'ayant pas encore refait de testament et la compagnie qu'il détenait avec Jackie ayant été transférée à celle-ci au divorce, sa fortune restante était léguée moitié-moitié à Jackie, son fils. Pour couronner le tout, Jackie devenait la gestionnaire de l'héritage de Sébastien jusqu'à ses 25 ans. Furieux, Sébastien avait tenté de tout récupérer. La compagne de son père tirait de son côté pour obtenir une part du pécule. S'il avait fait valoir sa peine, ses regrets, ou même son insécurité financière pour reprendre la part de Jackie, elle la lui aurait donnée sans discuter, mais il l'avait accusé d'avoir manigancé pour le voler, lui arracher ce qui lui revenait, le spolier de son dû. Il avait contesté le testament pour finir par lui faire une scène terrible où il l'accusait de lui avoir fait croire qu'elle aimait alors qu'elle voulait uniquement l'argent. Il l'accusait avec d'autant plus de véhémence et de précision qu'il avait lui-même tendance à agir de cette façon. Or, cet argent, c'était bel et bien le fruit de leur travail commun à son ex-mari et à elle. Jackie n'était pas secrétaire de direction, mais ingénieur et propriétaire de la compagnie au même titre que le père de Sébastien. Il avait contribué à part égale au patrimoine commun. Les papiers du divorce lui redonnaient cette part. Le procès d'intention était déjà pénible. La désaffection de Sébastien brisait le cœur de Jackie. Il y avait tellement d'avocats dans le dossier qu'elle ne pouvait même pas lui faire don de quoi que ce soit au risque de sembler acheter la paix ou d'admettre une manipulation dont elle était loin. Sébastien avait perdu sa poursuite et son attitude avait été gênante. Jackie ne pouvait plus lui offrir quoi que ce soit sans avoir l'air de confirmer ce qu'il prétendait. Elle ne l'avait jamais considéré et s'était servie de lui pour exploiter son père. De distant et froid, le père de Sébastien devenait, dans ce discours, un pauvre type aimant qui a tout sacrifié pour offrir une mégère à son fils. Une femme sans scrupules qui a joué la comédie maternelle sans jamais rien lui donner en retour. Tous les reproches qu'il aurait pu formuler contre son père, c'est contre elle qu'il les exprimait. Et il semblait totalement inconscient du transfert de responsabilité auquel il se livrait. Pour échapper à la haine insupportable de cet enfant, de 20 ans qu'elle avait si mal élevé et qu'elle aimait encore, Jackie avait fermé boutique et était partie en croisière pendant un mois. Elle y avait rencontré un homme d'une gentillesse inouïe, qu'elle a estimé trop mou pour elle. Élevée à la dure, je cherchais mon fouet. Éric lui a fait une cour magnifique, digne d'un film romantique classé 5 étoiles, et elle a fini par accepter de le rendre heureux à la perspective de partager sa vie. Il avait 10 ans de plus qu'elle et beaucoup de moyens. Il revoyait ses ex, enfin 3 d'entre elles, et avec plaisir. Toujours en se souciant de leur bien-être, de leur bonheur. C'est cette particularité qui avait enfin touché Jackie. La capacité d'avancer sans renier le passé et sans se renier. L'amour véritable qui, s'il s'est affadi au quotidien dans le lit, n'a pas disparu mais pris une autre forme. Éric avait pour ses ex une affection qu'elle a partagée avec 2 d'entre elles. La troisième, ayant des jalousies et des remarques acerbes sur les autres, Jackie avait baissé les bras. Elle reconnaissait ce déploiement de culpabilité généreux pour les autres et absent pour l'intéresser. Elle avait déjà donné et préférait s'abstenir. Elle avait connu 8 ans de bonheur solide, joyeux. Elle avait traversé quelques crises de révolte ou de doute, se disant chaque fois qu'il y avait sûrement un piège là-dessous, que cette apparente perfection était probablement avariée en quelques lieux secrets et que cela lui pèterait au visage. Mais non. Éric s'avérait le bon vivant généreux qu'elle avait rencontré. Il était mort en tenant sa main. Les ex n'étaient pas loin, et l'harmonie s'était étendue jusqu'au testament où les larmes n'avaient rien eu de factice ou d'exagéré. C'était dur de dire adieu à un tel homme, pour chacune d'entre elles. Maintenant que la santé de Jackie était vacillante, avec ce cœur usé qui la privait de ses forces mais pas de sa tête, Sébastien était réapparu. En premier lieu, pour émettre des doutes sur sa santé mentale. Il a moins de mémoire que moi, et j'ai rappelé les dates exactes de mon mariage, de la mort de son père, des termes non moins exacts du testament, et même la date précise du jour où la cour m'a reconnu parfaitement en droit d'hériter. Et ensuite, pour jouer au fils prodige. Après avoir fréquenté Éric, c'est fou comme Sébastien sonnait fou. Si vous saviez tous les malheurs et les malchances qui se sont abattus sur lui, Dickens n'aurait pas fait mieux. Ce soir-là, une fois prête pour la nuit, Jackie avait retenu Amy par la main. « Vous savez, si j'avais tenu à prouver qu'on avait eu tort envers moi, que Sébastien m'avait utilisé,
Je n'aurais pas pu saisir ma chance avec Eric. J'aurais été malheureuse en voulant prouver que j'étais dans mon droit. La vieille battante que je suis vous le dit. Il y a des victoires qui ne valent pas la guerre qu'elles ont coûtée. La seule vraie victoire, c'est de tourner le dos à ceux qui nous font la guerre. Les paroles de Raymond Pépin la laissent mal à l'aise. Elle a la désagréable impression de lui être redevable, de devoir lui rendre service ou de lui tendre un billet explicatif. Elle griffonne quelques phrases sur les feuilles de son calepin, mais elles ne sont éloquentes que de vacuité. Tout ce qu'elle pourrait écrire de vrai, c'est que Raymond a raison. Une fois ses forces récupérées, elle partirait. Vers quoi ou pourquoi elle ignore, partir lui semble la solution suprême. Elle renonce à s'exprimer pour écrire et s'endort en se répétant qu'elle est nulle. Elle est à l'orphelinat un soir d'hiver où la lumière terne a disparu depuis 16 heures. Une odeur de macaroni flotte dans l'air et Mimine glisse sa main dans la sienne, une Mimine ravie parce que les nouilles sont ce qu'il y a de plus goûteux à manger, même quand elles sont trop cuites. Est-ce que c'est Noël? Tu penses que c'est Noël, mamie? La toux qui la réveille est la sienne. Et Raymond est en train de poser un plateau sur le lit. Un macaroni au fromage pour votre premier vrai repas. Me semble que c'est parfait pour un estomac qui a perdu l'habitude de manger. Allez doucement. Prenez ce que vous pouvez, pas plus. Je repasserai plus tard. Confuse, Amy se redresse et cherche encore quoi dire en balbutiant ses merci. Raymond l'arrête. J'ai des invités, je dois remonter. Je m'excuse pour mes paroles de tout à l'heure. Je ne voudrais pas vous blesser, ni vous empêcher de faire ce que vous voulez. Amy ravale péniblement sa salive et prend son courage à deux mains. Vous aviez raison. Raymond a des yeux protecteurs, une sorte de bonté souriante émane de son silence. Elle hoche la tête, pensive. Pour l'instant, c'est la maladie qui vous retient ici, pas moi. Alors on en reparlera plus tard, quand la maladie vous laissera libre. Mangez. Amy n'a jamais dit autant merci de toute sa vie. C'est ici que ça se termine. Donc, la suite, la semaine prochaine.